Comme nous avons un ordre du jour quand même assez chargé cet après-midi, avec des échanges nombreux, je vous propose donc de débuter ce forum sur comment réinventer la proximité dans les territoires. Et donc je vous propose d'écouter successivement, et je voudrais les remercier de leur présence, le président René Souchon, président du Conseil régional d'Auvergne, mais aussi président du GIP IADT, Institut d'Auvergne du développement des territoires. Ce n'est pas la première fois que nous l'écoutons, ni j'espère la dernière dans cet institut, mais c'est vrai qu'après des colloques consacrés au développement des territoires à faible densité, sur les usages numériques l'an passé, nous retrouvons cette année un thème important qui est donc celui des proximités, des approches, je dirais, plus citoyennes dans les territoires. Donc nous allons l'écouter tout d'abord. Puis ensuite, je passerai la parole, et je le remercie de sa venue un peu plus lointaine via 2 avions, vient-il de nous dire, depuis Lille, donc Hakim Oural, adjoint au maire de Lille et auteur de rapports importants que tout le monde devrait avoir lu sur l'innovation territoriale, mais il nous en redira quelques mots sur d'autres thèmes, mais au moins sur celui-là, c'est vrai que c'est un thème qui est au cœur du projet de l'IADT, qui est d'ailleurs cité dans le rapport, donc il faut le lire doublement. Et donc je le remercie aussi de sa présence. Donc je vais laisser tout de suite la parole à René Souchon pour quelques mots, tous les mots qu'il souhaite sur ce sujet, et un peu plus. Bien, merci Monsieur Riotor, Monsieur le Directeur. Je salue tout particulièrement Hakim Oural, que je côtoie assez régulièrement et même très régulièrement au comité de concertation France Très Haut Débit. On se reverra après-demain matin à Paris d'ailleurs. Merci d'avoir fait ce long trajet pour porter la parole sur l'innovation ici, face à beaucoup de jeunes, et tant mieux. Mesdames, Messieurs et chers amis, permettez-moi d'abord de dire mon plaisir de constater la diversité et plus encore la qualité des intervenants qui vont alimenter les débats de ces 2 jours, et de vous dire aussi le plaisir que j'ai à ouvrir ce forum organisé donc par l'Institut d'Auvergne Développement des Territoires, un institut voulu par la région et financé à 100% par elle dans le cadre du contrat de plan 2007-2013. Je ne saurais ouvrir ce forum sur ce thème, comment réinventer la proximité avec les citoyens dans un contexte de recomposition territoriale, sans évoquer ces recompositions, même si je le fais rapidement. Le gouvernement a déposé un projet de loi portant réforme territoriale à l'automne 2012. Ce texte a subi la pression de nombreux lobbies pour aboutir à un découpage d'un seul texte au départ en 3 textes. La loi MAPTAM créant les métropoles, un texte modifiant la carte des régions et les modes de scrutin, et enfin la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de l'État, promulguée au mois d'août, qui organise des compétences, notamment par rapport aux régions, des compétences renforcées, principalement dans le développement économique. Les départements voient également leurs compétences précisées, comme les intercommunalités, dont la carte de ces intercommunalités va être rationalisée, intégrant à l'occasion certains syndicats intercommunaux. Voilà. À compter du 1er janvier 2017, les régions seront les seules compétentes pour décider des interventions économiques sur leur territoire et les aides directes aux entreprises. Dans ce domaine, communes, intercommunalités et départements ne pourront agir que par convention avec la région. En outre, toutes ces aides devront se conformer au schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Par ailleurs, la région se verra attribuer des compétences renforcées en matière d'emploi, de gestion des déchets, pas la même chose, de gestion de la ressource en eau et d'aménagement du territoire, surtout ce point qui est très important. Un peu plus tard, au 1er septembre 2017, la région devra organiser les transports scolaires à la place des départements. Les transports interurbains également, mais un peu plus tôt dans l'année. Bien sûr, on peut collectivement regretter que ce nouvel acte de la décentralisation soit très imparfait, et il l'est. Je pense notamment à la réduction du millefeuille administratif, réduction qui reste à réaliser, et à la clarification des compétences qui constituaient les principales ambitions du projet de loi de départ. Peut-on craindre que ces réformes éloignent les citoyens des centres de décision, qu'elles les excluent, ces citoyens, de tout processus démocratique? La crainte est réelle, on la trouve partout sur le territoire.
Mais le problème est de savoir si cette crainte est fondée. Prenons pour commencer ceux qui pourraient être les plus éloignés des centres de décision, les élus et les citoyens du monde rural. C'est une question tout à fait cruciale, surtout dans une région comme celle-ci, où il y a 50 habitants au kilomètre carré et une prégnance très forte du rural. Et dans quelques semaines, nous serons dans une région dont 73% de la surface sera couverte par des espaces naturels, 51% en moyenne en France, et les 2/3 de ces espaces seront en zone de montagne. La région Auvergne-Rhône-Alpes sera la plus grande région de montagne de France et d'Europe. Alors la République va-t-elle abandonner les territoires ruraux pour illustrer un peu cela et puis pour alimenter le débat? Je vous invite, si vous l'avez fait, à lire l'ouvrage sur l'égalité des territoires du géographe Philippe Estève. D'abord, il remet en cause de manière étayée le fait que la ruralité ait été historiquement sacrifiée par la République. Quand vous écoutez un élu rural, c'est ce qu'il vous dit, qui sont abandonnés, j'en passe, les qualificatifs ne sont jamais assez forts. Mais les statistiques montrent que les départements les mieux pourvus en services hospitaliers, par exemple, privés et publics, sont dans l'ordre la Corrèze, la Creuse, la Meuse, l'Allier, la Haute-Vienne et la Lozère. Autrement dit, les départements les moins peuplés et les plus ruraux de France. La Lozère, le Cantal et la Creuse sont les départements où l'on a le plus d'enseignants du premier degré par rapport au nombre d'élèves. Philippe Estève démontre que la redistribution territoriale privilégie encore les communes rurales. Et il y a de fait une discrimination positive en faveur du monde rural depuis de nombreuses années. Il affirme, notre géographe, cependant, que cela pourrait ne pas durer. Et en effet, plusieurs ouvrages montrent que cela ne pourra pas durer. Il constate, comme tout le monde, qu'il y a partout un retrait de l'État-providence, mais il impacte plus fortement ce retrait le secteur rural. Il relève deux nouveautés institutionnelles intelligentes de ce nouvel acte de la décentralisation, les communes nouvelles et les pôles métropolitains. Sans constituer des intercommunalités, il pense que ceci crée un espace potentiel de réciprocité et de relations horizontales, offrant des possibilités de coordonner les politiques publiques. En élargissant ensuite ce principe d'alliance horizontale et non plus verticale, il prend l'exemple de Lyon, notre future capitale régionale. La métropole de Lyon dispose d'un pouvoir politique très fort sur son territoire, mais elle est amenée à dialoguer avec les espaces auxquels elle est liée, à savoir un environnement périurbain et semi-rural. Mais surtout, Lyon ne se limite pas à la dimension Rhône-Alpes. Lyon a des intérêts européens et mondiaux. Et chaque jour, il lui faut traverser les couches du millefeuille dans des rapports horizontaux. C'est toutefois moins vrai avec la loi MAPTAM, qui donne des pouvoirs très forts aux métropoles. M. Estève invite le monde rural à faire de même, travailler de façon horizontale, en cherchant des alliances horizontales et non verticales, comme par le passé. Ce principe d'alliance horizontale, nous l'avons développé avec Jean-Jacques Queyran dans une série de propositions qui, je l'espère, seront reprises dans le cadre de la refondation de la politique de la montagne, qui est promise par le Premier ministre. Il l'a réaffirmé lors du Conseil national de la montagne il y a quelques semaines. Nous avons imaginé en effet de nouvelles formes de collaboration et de solidarité entre territoires voisins ou parfois plus éloignés qui visent à compenser les aménités de l'un au bénéfice de l'autre. Certes, il est difficile de donner un prix à la qualité de l'air ou à la beauté d'un paysage, mais nous l'expérimentons au sein du groupement d'intérêt public Massif Central en lançant le premier contrat de réciprocité en France. À vrai dire, l'idée de contrat de réciprocité est née d'une initiative du député du Cantal, Alain Calmette, celui-là même qui m'a succédé à la mairie d'Aurillac avant de l'abandonner pour se consacrer à son mandat de député. Donc Lyon devrait prochainement signer ce premier contrat de réciprocité avec le pays d'Aurillac. En d'autres termes, il s'agit d'identifier et de valoriser les aménités produites par le territoire rural et sa ville moyenne au profit de la métropole. La région finance le travail préalable à la signature de ce contrat de réciprocité. Là, le journal La Montagne en a parlé dans son édition du samedi ou dimanche, je ne sais plus, samedi. Elle le présente bien, La Montagne Cantal.
Et je crois que je peux vous renvoyer à cet article qui est très bien fait et qui indique comment les choses se passaient. Donc il y a des études préalables pour voir les complémentarités, les services rendus par la zone rurale ou semi-rurale à la métropole, et comment derrière on met un contenu en termes de différents transferts. Donc ceci doit être prêt pour le deuxième semestre 2016. Toujours selon ce principe d'un travail très horizontal, dans le cadre du FEADER, Fonds européen pour le développement des économies, enfin le FEADER c'est le rural essentiellement, nous soutenons, nous régions, les exploitants forestiers qui gèrent les forêts de façon à renforcer leur capacité à stocker le CO2 dans des puits de carbone. Et nous avons une action expérimentale avec le groupe La Poste qui aide financièrement, toujours via le groupement d'intérêt public Massif Central, la captation de carbone par la forêt. Mais revenons à la réforme territoriale, même si, vous verrez, je m'en suis pas beaucoup éloigné. Personnellement, j'ai la conviction que la loi sur la nouvelle organisation territoriale de l'État, même si elle est largement perfectible et devra l'être dans les années futures, est porteuse d'espoir. D'une part parce qu'elle vise à transformer les intercommunalités de gestion en intercommunalités de projet et à améliorer la solidarité des territoires. Elle tend aussi à donner aux intercommunalités la capacité de porter des projets d'envergure qui permettront demain d'offrir une plus grande palette de services aux citoyens. Dans cette loi, c'est à mes yeux le volet intercommunalité qui est le mieux réussi, même si là aussi ce volet fait couiner les élus ruraux. Bon. Enfin, cette réforme place les régions comme chefs de file du développement économique et dans ce domaine, les futures intercommunalités seront encore davantage les interlocuteurs privilégiés de la région. Si nous savons développer et pérenniser nos méthodes de co-construction, nous sommes assurés d'une meilleure coordination des aides publiques et, in fine, d'une meilleure efficience de nos moyens. La seconde question à laquelle je vais tenter de répondre est la suivante. Est-il possible d'établir une politique régionale adaptée à chaque territoire? Autrement dit, la région est-elle capable de co-construire des projets de développement à l'échelle de chaque pays et de chaque communauté de communes? Pour répondre à cette question, je voudrais m'appuyer sur l'exemple auvergnat, notamment en matière de méthodologie de construction de nos politiques régionales. Depuis presque 12 ans, nous avons tourné complètement le dos à la politique de guichet. Nous avons engagé un dialogue permanent avec les forces vives de nos territoires et la concertation est devenue le maître mot de l'élaboration de nos politiques contractuelles et elle a été un facteur décisif de la dynamique du développement territorial. En 2004, nous avons lancé des assises territoriales lors desquelles nous sommes allés à la rencontre de tous les territoires. Et des 2196 propositions formulées par les Auvergnats à cette époque, 82 engagements ont été élaborés. Eh bien, nous y faisons encore référence aujourd'hui à ces 82 engagements. Plus récemment, en 2013, nous avons engagé sur 6 mois une démarche d'actualisation du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, intitulé Auvergne 2030, à laquelle ont été associés les Auvergnats, tous les Auvergnats, dans l'écriture de cette stratégie d'aménagement de la région, à laquelle nous avons ajouté la feuille de route numérique de la région, qui s'appelle Ambition numérique 2030. Pour cela, nous avons utilisé plusieurs médias, des questionnaires pour lesquels nous avons reçu près de 10 000 réponses des Auvergnats sur la façon, dans lesquelles ils indiquaient la façon dont ils percevaient l'Auvergne en 2030 et ce qu'il convenait de faire. Nous avons organisé des journées citoyennes. Nous avons organisé un forum sur la base d'un échantillon tiré par la méthode des quotas, c'est celle qu'on utilise pour les sondages, c'est-à-dire un échantillon représentatif de la population auvergnate. Et bien sûr, nous avons beaucoup discuté avec les institutions et nos partenaires habituels, c'est-à-dire les associations, les entreprises, les élus et techniciens des collectivités et les départements et les communautés de communes. Ce schéma régional, donc dialogué pendant plus de 6 mois, se décline en 4 enjeux principaux: une gouvernance ambitieuse, l'attractivité comme moteur de notre action, le développement impératif des usages du numérique
et l'engagement total dans la transition énergétique et écologique. À partir de ces 4 piliers, ce sont les pays et les intercommunalités qui ont construit leur projet de territoire. Donc une démarche ascendante. À ce stade, nous, régions, nous avons simplement fourni l'ingénierie pour aider à la rédaction des contrats de territoire passés entre le pays, la communauté de communes ou d'agglo et la région. Et pour favoriser, c'était ça le plus difficile, la prise en compte du numérique dans tous les projets. Et nous avons pour cela organisé sur chaque territoire des laboratoires des usages du numérique, sur chaque pays. Un an après, à partir de septembre de cette année, nous avons signé avec nos partenaires publics d'une part les volets territoriaux du contrat de plan État-région et surtout les contrats Auvergne Plus de 3e génération, qui sont ces contrats issus de ce dialogue avec les territoires et qui couvrent la période de 3 ans, 2015-2018. Autrement dit, une stratégie, Auvergne 2030, un volet particulier de cette stratégie, le numérique, Auvergne Ambition Numérique 2030, des outils opérationnels, les contrats passés entre la région, les pays et les communautés d'agglo ou de communes pour des périodes de 3 ans. Donc par contrat successif de 3 ans, on doit arriver à atteindre les objectifs de la stratégie, elle, qui est de moyen terme 2030. Donc aujourd'hui, après avoir signé, j'ai terminé fin octobre, mi-octobre, la totalité des contrats de territoire, la région est présente dans tous les territoires auvergnats, tous, sans aucune exception. Et partout, les élus locaux ont témoigné de la pertinence de telles démarches partenariales reposant sur une cohérence de l'action publique et une réalité territoriale. Pour ces contrats de territoire, nous avons un support privilégié qui est le Fonds régional d'aménagement et de développement du territoire, principal moyen de financement de ces contrats, mais pas le seul. Il apportera sur ces territoires auvergnats plus de 60 millions d'euros sur 3 ans, répartis selon un principe de donner plus à ceux qui ont moins pour le développement des territoires. C'est-à-dire qu'il y a une forte péréquation, que ce fonds est calculé en fonction de paramètres, densité de la population, revenus des habitants, taux de chômage, etc. Et la péréquation, lorsque l'habitant de Clermont a 1 euro, l'habitant de la zone la plus rurale et la plus défavorisée de l'Auvergne a 10 euros par habitant. Donc c'est une péréquation extrêmement forte que nous avons mis en œuvre dans ce Fonds régional d'aménagement et de développement du territoire. À cela s'ajoute donc vous avez les contrats de territoire, le volet territorial du contrat de plan État-région, et vous avez en plus, bien sûr, les programmes de développement urbain intégrés, c'est-à-dire des fonds européens du FEDER que nous engageons sur les régions, puisque ce sont les agglos, puisque ce sont les régions qui sont autorités de gestion des fonds européens. Donc les PDUI, plans de développement urbain intégrés, nous les avons signés la semaine dernière, vendredi, avec toutes les agglos de la région Auvergne. Et puis pour le territoire rural, il y a les programmes LEADER, programmes de développement rural, extrêmement soutenus par les fonds européens, c'est même que du fonds européen, avec des sommes qui ont doublé entre la génération 2007-2013 et la génération 2014-2020. Pour ces programmes leaders de la région Auvergne, nous avions 30 millions 2007-2013, nous avons 63 millions d'euros pour 2014-2020, donc beaucoup plus de moyens pour soutenir le développement rural avec les fonds européens. Dans le domaine du soutien au développement économique, nous avons également proposé de l'ingénierie à tous les territoires, une ingénierie générale et une ingénierie ciblée sur les usages du numérique au service du développement. Ce sont les laboratoires des usages numériques que j'évoquais il y a un instant. Alors comment gérer cette proximité, ce développement économique? Je citerai un outil en premier lieu ici qui est l'Agence de développement des territoires d'Auvergne, qui a vocation au 1er janvier prochain à étendre son champ d'action à la nouvelle région, puisqu'il n'y a pas d'équivalent en Rhône-Alpes. Donc le principe est acquis avec le président actuel que cette agence régionale de développement des territoires d'Auvergne étendrait son champ d'action à la future région. Cet outil a mis en œuvre des dispositifs uniques en France et notamment les résidences d'entrepreneurs qui fournissent à un futur repreneur d'entreprise ou créateur d'entreprise pendant une période limitée à définir
le cadre et les conditions matérielles qui lui permettront de mener à bien son projet en Auvergne. Nous pouvons payer, tenez-vous bien, jusqu'à 1 an de salaire au créateur. Donc nous avons 2 types de résidences. La résidence courte, reprendre une entreprise. On permet à quelqu'un de venir sur place en lui payant les frais de déplacement, l'hébergement pendant 15 jours. Ça, c'est la résidence courte, pour qu'il découvre le territoire, qu'il découvre les entreprises. Et on a y compris installé des médecins ruraux, des médecins dans l'espace rural de cette façon, sans que les collectivités aient besoin d'aller rechercher des entreprises privées. Et la résidence longue, c'est une résidence pour le créateur. Et là, il y a une sélection forcément très sévère par un jury, puisqu'on va jusqu'à payer 1 an de salaire au créateur pour créer ici. Et donc, nous avons actuellement une bonne dizaine d'entreprises de créateurs qui sont en incubation, c'est-à-dire pour lesquels on verse ces sommes et l'accompagnement à la fois juridique, économique, etc., qui permet de réussir. Alors, depuis 2007, avec ces résidences de créateurs, d'entrepreneurs, longues et courtes, ou courtes et longues, 2110 porteurs de projets ont bénéficié de ce dispositif en Auvergne. 1200 entreprises ont été créées ou reprises dans tous les territoires, et notamment dans l'espace rural profond. Cela représente une création estimée de 1920 emplois directs et 690 emplois indirects. Le second exemple sur lequel je m'appuierai est celui de la mise en œuvre de la stratégie de spécialisation intelligente de la région, la S3. Ce terme un peu pompé, stratégie de spécialisation intelligente, n'est pas une invention particulièrement orgueilleuse de notre part, mais c'est une terminologie européenne, donc il faut faire avec. Bon, je ne comprenais pas au début pourquoi on était plus intelligent avec cette stratégie que sans cette stratégie, mais in fine, c'est effectivement assez pertinent, même si ça ne parle pas à l'opinion publique. Ici, l'institution régionale, grâce à cette stratégie, à son élaboration, a appris à parler au monde de l'entreprise qui lui était partiellement étranger. Nous avons créé des passerelles publiques-privées. Nous avons compris les uns et les autres que nous avions des intérêts communs à collaborer. La stratégie de spécialisation intelligente, c'est donc une initiative de l'Europe pour optimiser l'impact des fonds européens, des fonds FEDER, et permettre aux collectivités de stimuler l'innovation et le développement économique. Elle a requis cette stratégie pour son élaboration, une stratégie économique fondée sur un nombre restreint, très réduit de priorités, qu'on appelle les 10 domaines d'innovation stratégique en fonction des forces et faiblesses de chaque région. C'est 2 ans de travail en amont pour identifier les forces et les faiblesses, les entreprises capables de porter des projets avec le soutien de nos collectivités. Nos 5 domaines d'innovation stratégique ont été déterminés donc dans une démarche collaborative avec les entreprises et avec les grandes collectivités, enfin les agglos essentiellement et les départements. Aujourd'hui, l'animation de chaque domaine d'innovation stratégique est assurée par un pilote industriel. Leur but est d'impulser des projets collaboratifs ayant un effet d'entraînement sur l'ensemble de la filière. Ici, donc, dans le cas que je vous décris, la région joue pleinement son rôle de stratège, mais elle s'inscrit dans la proximité des acteurs économiques. Elle est au plus proche du territoire et de ses entreprises. Et pour finir, elle a aussi été capable de créer, la région, grâce à cette stratégie, les outils d'ingénierie nécessaires à la réussite des projets, avec la création de la fabrique. C'est le nom d'une association d'un type particulier, une association in-house, qui ne réunit que des acteurs publics. Donc les juristes pourraient expliquer ce qu'est l'association in-house, monsieur le Ritor. Il n'y en a aucune encore ici, puisque c'est tout récent comme type d'association. Ce sont obligatoirement des acteurs publics, parce qu'il y a beaucoup d'argent public et beaucoup de fonds européens. Donc c'est une association in-house dont le rôle est d'accélérer les projets, des domaines d'innovation stratégique que je viens d'évoquer très rapidement. Et donc tout ça va perdurer bien au-delà de la région de la fusion, bien entendu. Nous avons, dans le cadre de cette stratégie de spécialisation intelligente, de ces domaines d'innovation stratégique, des projets extrêmement porteurs, comme CARMAT, cœur artificiel, vous en avez tous entendu parler. Et nous sommes en négociation, je peux dire, finale, pour que la fabrication du cœur artificiel se fasse en fabrication industrielle à Clermont-Ferrand. Alors, j'attends encore une semaine d'avoir la réponse définitive, mais on les a reçus maintes fois, on leur a remis le projet, tout va bien, on a mis en œuvre des fonds
très important pour les soutenir. Premier projet. Et le deuxième, qu'on a concrétisé il y a 10 jours, c'est l'accompagnement d'une joint venture entre FIV, grand groupe national, et Michelin, autre grand groupe. Donc c'est une joint venture, ça s'appelle FMAS. Et c'est quoi? C'est de l'impression 3D, l'impression additive métallique, avec les matériaux métalliques. On sait faire de l'impression 3D, bien sûr, avec différents matériaux, notamment les petits fils en PVC, ou etc., d'autres matériaux. Mais là, on est en fabrication industrielle et on est sur des matériaux nouveaux. Et notamment le titane, enfin, ce n'est pas un matériau nouveau, mais c'est un matériau très difficile à travailler. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça chez Michelin, l'impression additive? On arrive à fabriquer des moules d'une technicité et d'une finesse dans les lames qui permet d'avoir les lamelles de vos pneumatiques qu'on ne peut pas réaliser de façon manuelle par les procédés classiques, manuels ou automatiques, par tout ce qu'on connaît, on ne peut pas. Donc c'est quelque chose de très révolutionnaire, qui a vocation d'ailleurs à s'appliquer partout, y compris dans la fabrication du cœur artificiel, mais je n'ai pas le temps de vous détailler tout ça. Mais je suis en train de vous démontrer que même une région peut être au plus près de ses entreprises et de ses territoires et qu'elle accompagne totalement l'innovation. Alors, il y a un domaine, et je terminerai là-dessus, parce qu'après je vais être trop long, M. Riotor, il va dire qu'il ne faut plus que je fasse venir le président Souchon à l'ouverture, parce qu'au lieu d'ouvrir en 10 minutes, il y met 20 minutes ou plus. Il y a un domaine qui me tient particulièrement à cœur, bien sûr, le déploiement du numérique. Et ici aussi, la proximité des territoires a été le fil rouge de la mise en œuvre de cette politique. Alors, surtout en présence d'Aki Moural, je ne peux pas aborder ce sujet du numérique sans faire référence à Jeremy Rifkin, puisque cet universitaire prospectiviste américain explore depuis longtemps les potentialités scientifiques et techniques nouvelles, et il est le père du concept de la troisième révolution industrielle, la révolution industrielle portée par le numérique. Ici, je fais référence à Aki Moural par rapport à Rifkin, c'est que Rifkin travaille depuis 3 ans au moins déjà avec la région Nord-Pas-de-Calais et met en œuvre son concept de troisième révolution industrielle sur le territoire de cette grande et belle région. Pour Rifkin, le numérique permettra de répondre à long terme aux triples défis de la crise économique, de la sécurité énergétique, du changement climatique. Donc la région Nord-Pas-de-Calais, il pourra vous en parler beaucoup plus que moi. Moi, je ne fais que lire ce qu'il y a dans les journaux ou dans les bouquins. Lui, il le vit au quotidien. Mais pour ma part, je suis persuadé que les nouveaux outils du numérique et le déploiement des réseaux nous raccordent au monde, et ça en termes de proximité, c'est majeur, où que nous soyons. Et ils révolutionnent notre façon de produire, notre façon de nous déplacer, de nous soigner. Ils doivent aussi révolutionner l'exercice de la démocratie. Le numérique des champs, de la zone rurale, constitue un formidable espoir pour le secteur rural en particulier. Avec le numérique, travailler, se former, se divertir devient possible dans n'importe quel territoire, pourvu qu'il soit connecté. Et aujourd'hui, développer son activité économique en secteur rural est donc possible. Il y a 15 jours, nous avons inauguré, nous régions, le raccordement en très haut débit des communes de Parlant, ça vous dit peut-être rien, dans le Cantal, 351 habitants, et de Roumégout, 290 habitants, toujours à côté, dans le Cantal. Le dirigeant d'une exploitation forestière, fournisseur en matières premières de la multinationale International Paper, nous a expliqué que sans le raccordement de la commune, il aurait dû s'installer en agglomération. Il est installé dans la commune de 251 habitants. Le numérique ouvre également des perspectives immenses en matière de santé, d'accompagnement des personnes isolées, de mobilité, d'éducation, notamment avec les objets connectés. Avec le plan très haut débit, le plan haut débit d'abord, puis le plan très haut débit en Auvergne, nous apportons partout le très haut débit. Dès 2017, 100% des Auvergnats auront un débit minimum de 8 mégas, 42% seront couverts en fibre optique. En 2021, nous serons à 62% couverts en fibre optique, en 2025 à 76%, mais tout le monde aura le très haut débit depuis déjà bien longtemps. La région a su fédérer autour de ce plan de couverture l'État, les 4 départements et les 6 agglomérations, et nous avons créé sur les territoires des laboratoires, je l'ai déjà évoqué, des usages du numérique. Et j'éprouve d'ailleurs une certaine fierté à voir que Aki Moural a pris l'exemple d'intelligence collective, de co-construction et de collaboration des politiques dans son rapport, donc à travers notre propre expérience. Il cite en particulier le cas du
puis du pays de la vallée de Montluçon et du Cher, où une quarantaine de citoyens, c'est le premier laboratoire d'usage numérique qu'on a réalisé, d'élus et d'entrepreneurs, ont dès septembre 2014, à l'initiative de la région, donc, su se mobiliser pour travailler sur le développement du tourisme par le numérique et l'offre de soins par l'usage des outils du numérique. J'espère, à travers ces quelques exemples concrets mis en œuvre en Auvergne et ces éléments de réflexion, que je vous aurai convaincu que l'échelle de la région n'est pas incompatible avec une ambition de proximité. Mais en avons 1000 exemples, je vous en ai donné que quelques-uns. Il n'y a que les présidents de conseils départementaux qui pensent que la région ne peut pas faire de la proximité. Mais si, nous pouvons faire de la proximité. Et comme dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la clé pour concrétiser cette ambition de proximité, dans cette grande région, la clé donc, pour réussir sera dans une gouvernance totalement nouvelle. Ça, c'est un point extrêmement important sur lequel je veux attirer votre attention un court instant. Il va falloir, pour gérer cette proximité à l'échelle d'une très grande région, déconcentrer fortement l'organisation territoriale de l'administration, nous l'avons préparé, notamment pour gérer des compétences de proximité telles que les lycées. Le jour où il faut changer la machine à laver la vaisselle du lycée, où il y a une fuite sur le toit, on ne peut pas imaginer que la décision soit prise à 500 km et qu'elle mette 3 mois à être prise. En matière de formation professionnelle, en matière du service public de l'orientation, en matière de mobilité, etc., il faut être au plus près. Eh bien, on déconcentre l'administration régionale. C'est déjà fait et ça doit être fait encore plus avec la grande région. Les antennes départementales devront être très renforcées et surtout, il faudra utiliser au mieux le potentiel du numérique à travers les visioconférences. Donc un chef de service pourra être à Lyon et ses collaborateurs à Clermont-Ferrand ou ailleurs. Et d'ailleurs, nous avons préparé le terrain en ce sens. L'opinion publique pense que fusion Auvergne-Rhône-Alpes, tout le monde s'en va à Lyon. Ben non, il n'y a quasiment personne qui partira à Lyon. Enfin, au niveau d'institutions régionales, ça s'apportera sur les quelques postes de direction, point final, parce que là où il y en a 2 directeurs, il n'y en aura plus qu'un. Mais les personnels, ils ne vont pas bouger, sauf sur quelques fonctions support, mais c'est totalement marginal, ça va porter sur moins de 20 personnes. Et tout le reste, on aura des visioconférences permanentes entre Clermont et Lyon avec son ordinateur individuel. Vous le faites bien, vous, avec Skype et FaceTime, pour ceux qui sont chez Apple. Voilà, il faut l'organiser au niveau d'une institution. Et nous avons tout préparé pour qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire que le chef de service peut avoir n'importe quel collaborateur, où qu'il soit, par ce biais. Donc il va falloir aussi réformer complètement la chaîne de commandement, de façon à garder la réactivité dans la décision. Évidemment, plus on est grand, 7 600 000 habitants dans la future région, ce n'est pas les 1 350 000 habitants de la région Auvergne. Donc avec une chaîne de commandement telle qu'elle est aujourd'hui en Rhône-Alpes, ça ne marchera pas, parce qu'elle est trop longue. Et donc il va falloir la réformer, la réviser, et je pense que l'une des vertus, entre autres, de cette grande taille des régions, c'est la remise en cause que le numérique rend possible dans la méthode de gouvernance et dans la chaîne de commandement. Voilà, je tiens une nouvelle fois à féliciter Hakim Oural pour son rapport, l'innovation au pouvoir, qui devrait servir de guide à tous les élus qui n'ont pas assez d'idées ou qui ont des difficultés à se retrouver dans le monde dans lequel nous sommes. En ce qui me concerne, j'ai encore quelques idées, j'espère en avoir encore quelques-unes pendant un certain temps, et en particulier, il y en a une qui me tient à cœur tout particulièrement, mais que je n'ai pas le temps forcément de mettre en œuvre, puisqu'il me reste 2 mois, c'est la mobilité, le bon transport au bon moment, au bon endroit, grâce aux véhicules connectés et grâce au numérique. Voilà, il y a tout un chantier. J'espère que d'autres pourront mettre ça au point et qui, encore une fois, ça rapprochera le citoyen d'un lieu de décision qui lui paraît aujourd'hui très lointain, et surtout il gagnera en qualité de service, qui lui permettra de dire que la taille n'est pas forcément l'ennemi de la proximité et d'une décision rapide. Nous sommes dans un monde nouveau, c'est la 3e révolution industrielle, et aujourd'hui, il faut intégrer qu'on n'a pas besoin de se déplacer pour tout faire. Je vous remercie. Merci, Président. Voilà, qui a lancé déjà un certain nombre de débats sur cette proximité, que ça soit sur les notions de nouvelle solidarité entre territoires, que ça soit sur les enjeux de méthodologie sur lesquels on reviendra, ou que ça soit sur un autre questionnement sur
la démocratie et l'exercice de la démocratie, ce qui est au cœur aussi de ce forum, via le numérique. Peut-être pas seulement, mais en tout cas, le numérique est effectivement un élément aussi important de cette démocratie renouvelée. Mais nous en reparlerons. Alors merci Président, merci Monsieur le Directeur, merci à vous tous de m'accueillir ici. C'est vraiment un plaisir pour moi de venir chez vous à l'IADT pour m'exprimer de manière très humble sur ce que j'ai présenté au nom du gouvernement sur l'innovation publique territoriale, comme on l'a évoqué. Alors d'abord, pour moi, c'est d'abord un lieu de pèlerinage ici, parce que je suis arrivé avenue François Mitterrand. J'accompagne un ancien ministre de François Mitterrand, ministre aussi de Pierre Mauroy. Et au fond, il y a un sujet qui est incontournable dans la discussion d'aujourd'hui, c'est la question de l'État, de la question de la décentralisation. Est-ce qu'on a été jusqu'au bout cette décentralisation pour donner, de certaine manière, la capacité aux territoires et aux citoyens de prendre leur destin en main? Et donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là pour l'évoquer auprès de René Souchon, qui défend sa région avec force. Je le vois sur les sujets du numérique, mais j'imagine qu'il le fait sur le reste, avec pugnacité et parfois violence, dès lors où sa région est en question. Enfin, moi, j'ai aussi grand plaisir à être là. Alors, je ne suis pas vraisemblablement là pour parler du numérique seulement, mais quand même, le sujet du numérique va transcender nos discussions, parce qu'elle permet d'interconnecter l'ensemble des écosystèmes, des individus, des organisations. Et donc, j'ai aussi le plaisir de venir avec Ruralytique l'été, quand je peux venir. C'est toujours un grand plaisir pour moi de parler de ces sujets numériques dans le milieu rural, parce que, encore une fois, c'est un atout, un paramètre de désenclavement, un paramètre d'égalité territoriale qu'il faut considérer. Donc, en tout cas, je félicite ceux qui organisent ce moment important en France, l'été, pour permettre de parler du numérique dans le milieu rural. Remercier aussi le travail que mène l'IADT au niveau de la France, comme un aiguillon de ce qu'il faut faire, une sorte de tiers-lieu public qui permet, au fond, à tout un chacun, et en particulier à des étudiants, d'apprendre ce que peut être l'hybridation, la question de la mutualisation des savoirs, quelle que soit la nature de l'intervention des individus sur un environnement particulier. Je crois que c'est vraiment important. Vous avez été, à mon sens, et René en est un peu le père, précurseur des sujets d'ingénierie territoriale vus différemment, moins technocratiquement, mais plus de l'ordre de l'approche citoyenne, d'excellence et de proximité. Donc vraiment, c'est vraiment pour moi un honneur d'être avec vous. Alors, étant donné qu'aujourd'hui, l'objectif du forum, comme son nom l'indique, c'est d'être participatif, j'essaie d'être extrêmement court pour laisser la place aux ateliers, mais quand même évoquer que dans ce rendez-vous qui, j'espère, sera annuel, un rendez-vous national et européen, comme vous le prétendez, et je pense que ça va l'être. Je pense qu'il est essentiel de rappeler un certain nombre de choses qui ont fondé le travail que j'ai mené avec le secrétariat général à la modélisation de l'action publique pour rendre ce rapport. D'abord, effectivement, la réorganisation territoriale crée d'abord des inquiétudes. Il faut quand même qu'on se le dise. Moi, je suis élu local, même si je suis aussi vice-président d'une métropole, voilà, qui est la métropole de Lille, la métropole européenne de Lille. Je sais aussi que ça crée des inquiétudes parce que, évidemment, on a l'impression que les métropoles, les régions vont aspirer dans leur centralisme la capacité des territoires moins bien servis en termes de services publics, d'acteurs publics, va aspirer cette capacité à développer de nouveaux projets. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important, il faut qu'on se le dise. Et donc, dans ce travail, avec cet enjeu-là, notre objectif commun ici, au fond, et en France, avec ces réseaux de développement d'innovation publique territoriale, notre objectif, c'est de réinventer la réaffirmation de la promesse républicaine. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Vous l'avez évoqué, Président, le sujet de l'égalité territoriale au travers de la mutualisation, le sujet de la solidarité au travers de la péréquation, le sujet de la pérennisation des projets au travers de la bonne subsidiarité, le bon principe de subsidiarité, et effectivement la région, pour nous, est le bon niveau d'intervention. Le fait de redonner les moyens d'action au territoire et par extension aux citoyens, c'est pour nous un vrai projet. C'est d'abord un projet politique dans le bon sens du terme, mais c'est aussi un projet qui doit tous nous toucher, évidemment. Et je crois que sur ce sujet de la réappropriation par les citoyens de l'engagement territorial et de devenir un acteur territorial,
on a là une vraie ambition pour la France que nous devons tous partager. Enfin, moi, il y a un vrai sujet sur la question de l'État, la place de l'État dans le dispositif national, faire que l'État soit moins centralisateur, voilà, je l'évoquais tout à l'heure, le sujet de la décentralisation, moins normatif, et effectivement avec les difficultés que nous avons sur les territoires d'adapter au fond un certain nombre de choses que l'État peut exiger, contraindre, faire d'un État régulateur, un État inspirateur et en tout cas bienveillant vis-à-vis des bonnes pratiques pratiquées sur les territoires. Je pense que ça, c'est les choses qui pour nous sont importantes. Donc là, pourquoi moi j'ai été missionné sur le rapport Innovation Politique Territoriale. D'abord parce que je suis un élu local, donc je pense qu'à ce titre-là, l'ambition était intéressante de la part de Marie-Lise Branchu. Et je pense qu'on peut la remercier de laisser la parole aux élus locaux pour évoquer l'innovation publique territoriale, mais aussi parce que j'avais en même temps travaillé sur un rapport qui s'appelait le rapport sur la gouvernance des politiques numériques, où on avait 3 piliers, la question de la capitalisation, la mutualisation et le principe de subsidiarité. Ce rapport, qui a été rendu dans sa version finale cet été à Bercy, avait un seul objectif, c'est d'évoquer ce qu'a très bien dit René, donc j'y reviendrai pas, le fait que le numérique est un facteur de développement territorial et un facteur de rattrapage égalitaire sur les territoires. Je crois que tu l'as très bien dit, je ne vais pas y revenir. Alors effectivement, suite à cela, on m'a proposé de travailler sur ce projet de rapport d'innovation publique territoriale autour d'un sujet très simple, c'est de quelle manière on remet en dynamique les acteurs locaux pour faire en sorte de recréer de la valeur. Je vais y revenir. Donc évidemment, dans le rapport que vous allez tous lire ou que vous avez déjà lu, on a essayé d'y mettre énormément d'exemples. Notre objectif, c'était de dire tout simplement qu'en France, il se passe plein de choses, qu'on n'a pas attendu le rapport Innovation Politique Territoriale, on n'a pas attendu un certain nombre d'initiatives qui pouvaient se passer au niveau national pour répondre à ces enjeux territoriaux, et qu'il y a des acteurs, ce que j'appelle les soldats de l'intérêt général, les soldats de la résilience territoriale, qui se sont engagés depuis très longtemps, à travers de l'engagement qui est le leur, au travers de leurs associations, au travers de leur entreprise, ou même des collectivités, pour faire en sorte de créer ce qu'on appelle l'innovation publique territoriale. Alors ces deux rapports, innovation publique territoriale et gouvernance des politiques numériques, pour moi sont indissociables. Pourquoi ? Parce qu'on l'a évoqué sur la 3e révolution industrielle, il n'est pas question de faire de l'innovation simplement un précepte technologique. Notre sujet à nous, c'est de faire en sorte que la promesse républicaine, qui est celle de l'égalité, de la solidarité, de la relation au travers des valeurs que nous défendons tous, soit respectée. Le numérique n'est qu'un support et qu'un outil. Et c'est vrai que si nous devions nous arrêter à le développement du numérique pour refaire de l'innovation publique territoriale, on serait tout simplement à développer Uber, sous ses différentes facettes sur le territoire, et d'oublier tout simplement que si nous faisons ça, au travers de la prédictibilité qui est liée au développement du numérique, le fait de savoir exactement ce dont vous avez besoin, même quand vous l'avez pas exprimé, c'est de faire d'une société algorithmique qui n'est pas à l'image de la société française. Nous sommes plutôt sur une société spontanée qui est liée aussi à l'intérêt général, au fait que nous sommes transcendés tous par des valeurs, une sorte d'image du bien vivre ensemble qui, au fond, est a priori présidée par un certain nombre d'institutions qui gèrent notre pays, mais qui, en tout cas, protègent notre mode de vie. Je crois que ça, ces deux sujets-là, entre le sujet du numérique et le sujet de l'innovation publique territoriale, sont indissociables, mais ne sont pas uniques et utilisables l'une sans l'autre. Enfin, je crois que sur ces deux rapports, le premier rapport était assez simple à réaliser. Nous avons présenté un certain nombre de préconisations, je crois 48 si je me souviens bien, 48 préconisations sur le développement du numérique sur les territoires. Mais c'était assez pragmatique, puisqu'on connaissait plus ou moins le sujet de la donnée, la question du développement de la CNIL. Vous avez vu la nouvelle loi numérique qui est en train d'être discutée, qui va être discutée dans les parlements, qui a eu un travail de concertation sur le web. Ce rapport était assez simple à construire avec les différents partenaires, avec les différentes collectivités, avec les différentes entreprises. Le deuxième était très compliqué parce que les territoires sont divers en France. C'est notre richesse aussi, c'est notre République. Et cette diversité amène un certain nombre d'ajustements
que l'État aujourd'hui est incapable de mener. Et donc, nous avons dû définir un certain nombre de critères de réussite de la capacité d'innovation publique territoriale. D'abord, la formation. Vous êtes un très bon exemple. La formation, on a travaillé évidemment avec les formations, l'ENA, l'INET, le CNFPT, pour se dire qu'au fond, d'abord, les décideurs publics doivent intégrer le fait que l'innovation publique territoriale est d'abord un projet politique avant d'être un projet de contenu de formation sur tel ou tel sujet. Voilà. Donc, on avait vraiment un besoin de rappeler aux instituts de formation qu'on avait un besoin de changement de posture. Et aujourd'hui, je suis ravi de savoir qu'à l'ENA et à l'INET, ils ont une session de formation sur l'innovation. C'est important. Je crois que sur le CNFPT, il y a un travail encore à mener de sensibilisation. Je ne sais pas si le CNFPT est là, mais ce serait très bien de discuter avec eux. La deuxième chose, c'est un État qui accepte de lâcher prise. Vous savez, le président Souchon pourrait dire un mot, mais vous savez, quand une collectivité, quand des collectivités sur un territoire veulent s'engager dans un grand projet territorial, elles sont souvent rappelées en indiquant qu'elles sont plutôt borderline par rapport à la législation ou bien pas dans la ligne que un certain nombre de plans ont présenté. Et donc, on est souvent rappelé à l'ordre. Et donc, pour nous, le lâcher-prise de l'État, ce n'est pas le fait de se désengager, c'est simplement de regarder avec confiance la capacité des territoires à construire leur propre avenir. Deuxième chose, c'est une posture différente des collectivités. Je vais aller très vite, mais c'est quand même une chose importante. Je ne sais pas si certains étudiants ont l'intention de passer des concours de la fonction publique, mais pour nous, l'importance, c'est de faire en sorte, que les collectivités soient dans une réflexion interne et externe en permanence. Le numérique est un formidable outil en créant le réseau interne et externe. On a parlé tout à l'heure d'incubation au travers de cette association in-house que tu as évoquée. Faire en sorte que les fonctionnaires soient capables de réinventer leur propre mode de faire pour diffuser le service public, mais au fond, qu'ils soient aussi dans la co-construction avec les habitants eux-mêmes. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Et c'est très difficile pour un cadre dans la fonction publique d'accepter, au fond, ce mode de faire un peu plus en projet, un peu plus en transversalité, parfois qui remet en question même son autorité. Donc je crois qu'il y a un vrai sujet. J'avais même, mais ce n'est pas passé malheureusement dans les propositions, évoqué le fait de pondérer les différents strates d'organigrammes dans les organisations des collectivités, qui font qu'à un moment donné, la personne qui est en lien avec l'usager devient un exécutant et pas un acteur. Et ça, c'est vraiment un vrai sujet pour nous. On l'a évoqué, donc j'y reviendrai pas, évidemment. Dès lors où on a cette confiance sur les territoires, on crée de l'intelligence collective, on crée des territoires de projet, on sort des clivages divers et variés, totalement stériles. Je pense que ça, c'est extrêmement important. D'avoir des lieux. Des lieux, ça peut être l'association in-house, ça peut être les tiers-lieux. J'ai vu que, évidemment, avec René, le centre de tiers-lieux était important dans votre territoire. Je crois que ça, c'est vraiment un sujet important, d'avoir des lieux où on dédramatise ce qui est peut-être la puissance publique ou l'action publique, pour faire en sorte de construire d'égal à égal avec différents acteurs du territoire. Une démocratie participative réelle. Un vrai sujet pour moi. Moi, j'ai été maire d'un quartier de Lille pendant 6 ans. Je sais que la démocratie participative de la loi 2002, qui fixe les conseils de quartier, d'ailleurs, qui avait été un beau projet parlementaire lié à un texte qui s'appelait « Démocratie et proximité », était vraiment novateur dans ce texte. Et donc, aujourd'hui, elle est dépassée. Cette loi, je crois vraiment qu'on a un vrai sujet. C'est qu'on a institutionnalisé les conseils de quartier, on a institutionnalisé la démocratie participative. Ce sont des chambres d'enregistrement qui ne font pas avancer notre capacité à faire des politiques totalement adaptées aux besoins des habitants, aux besoins des usagers. Je crois que l'OCDE donne un certain nombre de pistes là-dessus sur les panels, d'avoir des citoyens qui ne sont pas forcément professionnalisés dans la démocratie participative, mais qui interviennent, le cas échéant, en fonction de leur personnalité, de leurs engagements personnels, pour faire en sorte de diriger telle ou telle décision. Enfin, développer les indicateurs locaux, qui sont propres au territoire. Quand je dis ça, c'est que ce n'est pas les indicateurs de l'État qu'il faut absolument considérer comme étant ceux de la réussite ou de l'échec. Les indicateurs locaux, c'est ceux que décideront les habitants, les élus locaux, qui feront en sorte qu'à un moment donné, on peut se poser la question, est-ce que l'abstention n'est pas un indicateur
d'échec ou de réussite? Est-ce que la question du chômage n'est pas un indicateur d'échec ou de réussite des centres de politique? Je crois que c'est aussi une réussite de la décentralisation de pouvoir donner cette capacité à construire ses propres indicateurs locaux pour faire en sorte de développer des politiques adaptées. Enfin, après les conditions de la réussite, on a les objectifs. Notre objectif à nous, dans le rapport, c'était de construire au fond une sorte de vade-mecum pour un pacte public-privé population. Faire en sorte qu'on ait enfin, pourquoi pas, une sorte de contrat territorial qui a priori est celui d'une élection, du suffrage universel, où on est élu un maire, mais malheureusement, vous savez, aujourd'hui, la défiance vis-à-vis des élus locaux, des élus en général. Et donc, je pense qu'il faut redéfinir ce pacte public-privé-population pour faire en sorte de développer des vraies dynamiques territoriales, faire en sorte qu'au fond, dans les objectifs d'innovation publique territoriale, on ait le principe qui soit de dire que dès lors où on construit une politique, elle doit être génératrice de valeur. La valeur, elle n'est pas seulement économique. Évidemment, si les gens n'ont pas de boulot sur un territoire, on pourra toujours parler d'innovation, ils ne resteront pas sur le territoire. Par contre, elle peut être aussi du bien vivre ensemble. Elle peut être aussi de pouvoir avoir envie de construire ensemble sur un territoire, construire des associations, avoir envie de s'investir pour telle ou telle cause. C'est aussi, pour nous, des facteurs de création de valeur. On a, pour terminer, et je vous rassure tout de suite, mis en exergue un certain nombre de propositions dans le rapport. Je vous invite vraiment à le lire. Je vous invite aussi à lire les annexes, même si elles sont de 120 pages, mais elles sont importantes parce qu'elles reprennent un certain nombre de projets qui ont été mis en exergue, dont le vôtre, dans le cadre du rapport. D'abord, dans les propositions, nous proposons un réseau national d'accélérateurs publics. Voilà. Exactement, voilà, ce projet que vous avez ici, à l'IADT, peut être un acteur, un point de jonction des accélérateurs publics en France. On considère qu'il nous faut diffuser au maximum les bonnes pratiques sur le territoire au travers de ce lieu d'intelligence partagée qui est le vôtre ici, par exemple. Faire du programme d'investissement d'avenir 3 qui arrivera avec la Caisse des dépôts en 2016-2017, un point d'appui pour amorcer les projets d'innovation publique territoriale. Je pense que nous, c'est extrêmement important. Développer le droit à expérimentation. Si j'avais 2 heures, je vous ferais une présentation de notre approche du droit à expérimentation, mais je ne les ai pas. Mais le droit à expérimentation existe aujourd'hui dans le droit français. Il a été plus ou moins institué en 2004 avec Raffarin. Il a été évidemment insatisfaisant au regard des élus locaux, parce que ce droit à expérimentation, dès lors où on souhaite l'invoquer, il nous faut passer par les parlements pour le faire valider. Le droit à expérimentation, vous en connaissez 2, un extrêmement récent et un plus lointain. Le premier, c'est le RSA. Le RSA qui a été lancé dans le cadre d'un droit d'expérimentation, c'est-à-dire en dérogeant à la règle commune. Ce RSA n'a pas eu le temps de l'évaluation parce que le calendrier politique l'exigeait, et donc on se retrouve avec un RSA extrêmement difficile à assumer par une collectivité qui est le département. Le deuxième droit d'expérimentation, qui est pour moi un droit d'expérimentation qui fait honneur à la France, c'est celui d'ATD Quart Monde sur les territoires 100% emploi ou 0% chômage, où on essaye de l'ensemble des coûts liés au chômage pour créer une économie grâce à ce capital. Et donc on a là aujourd'hui des vrais exemples avec ATD Quart Monde, une association qui au fond construit une politique publique en lien avec la puissance publique. Donc ça, le droit d'expérimentation, pour nous, il est essentiel à développer et à simplifier pour que les collectivités n'aient pas toujours l'impression d'être hors la loi dès lors où elles dérogent à la règle commune. Et donc nous souhaitons qu'il y ait un débat parlementaire, donc nous y travaillons tous ensemble, au Sénat et à l'Assemblée nationale, pour faire en sorte que le droit d'expérimentation soit un peu plus ouvert dès lors où il sera bien critérisé et ne devienne pas une niche pour le code des marchés publics. Enfin, start-up territoriale, vous l'avez un peu évoqué avec l'association In-House. L'idée pour nous, c'est de mettre en exergue les intrapreneurs dans les collectivités, de faire en sorte que ceux qui, au fond, ont des idées, ont une capacité à réinventer l'action publique, puissent être mis en exergue, pas mis en difficulté. Quand j'ai travaillé sur ce sujet avec le gouvernement, on m'a tout de suite dit « oui, mais on va avoir des difficultés pour la promotion de ces agents qui seront un peu dans
un peu dans une démarche parallèle. Et donc, pour nous, c'est important de les mettre en valeur au travers de cette start-up territoriale. Rapidement, décliner la semaine de l'innovation territoriale. Évidemment, il faut présenter, faire savoir ce qu'on fait dès lors où on travaille sur l'innovation publique territoriale. Et je conclus. Voilà, très rapidement, vous dire que ce rapport a été formidable pour moi, parce que moi, je suis un élu local, je suis extrêmement pas adapté à comprendre tout ce qui se passe en France. J'ai pas assez de compétences, j'ai même pas de formation sciences politiques, je suis moi un élève de l'école de l'air, donc à Saint-Provence. Donc je suis un militaire, vous savez, donc nul n'est parfait. Et donc, par contre, j'ai envie de vous dire que c'est extrêmement important de se rendre compte que dans ce pays, il y a d'innombrables initiatives qui ont une seule vocation, c'est de reconstruire du lien entre les individus, entre les organisations, entre les écosystèmes. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Souvent, dans ce pays où on a un sentiment que rien ne va, où tout part un peu dans le négatif, il faut toujours rappeler qu'on a un beau pays qui est très fort. Mais il sera d'autant plus fort qu'on arrivera à animer, à coordonner les initiatives territoriales pour en faire, chacune là où elles sont, des paramètres de développement au niveau national. Je crois que c'est important. J'écrivais dans le rapport Innovation publique territoriale où j'évoquais Gramsci qui disait qu'une société qui réussit, c'est une société où la société publique et la société politique travaillent ensemble en bonne intelligence. Je crois que c'est ce qui nous attend devant nous. À 50% d'abstention en France, là où effectivement un certain nombre de discours qui peuvent être entendus sont plus des discours de division et de repli sur soi, je pense que ce beau pays qu'est la France, qui est quand même le phare des droits dans le monde, en tout cas qui, j'espère, l'est encore, doit se relever et sortir de sa morosité, faire en sorte qu'on soutienne les soldats de la résilience territoriale, les sentinelles de l'intérêt général, et de faire en sorte qu'au fond, d'une certaine manière, on remette en exergue les qualités des TPE, des PME qui œuvrent sur les territoires, faire en sorte que les associations, les acteurs engagés puissent travailler avec les acteurs locaux, et de faire en sorte qu'au fond aussi, les élus locaux retrouvent la place qui leur est due, c'est-à-dire une place au centre de l'intérêt général territorial. Bien, merci pour ces deux introductions qui ont lancé fortement le débat, qui ont conduit un peu de retard, bien sûr, dans l'agenda qui était prévu, mais qui ont lancé, je pense, un certain nombre de choses. Alors, je voudrais juste retenir encore votre attention quelques minutes pour dire quelques mots, donc plus sur l'organisation de ce forum. Je ne vais pas revenir sur tous les points qui ont été évoqués par ces deux belles introductions, mais dire qu'effectivement, à l'origine de ce forum, il y a ces recompositions territoriales, et puis il y a un certain nombre d'interrogations sur ces enjeux de proximité, de local. Alors on les a vus à travers les deux présentations sur bien sûr les réformes territoriales, sur les nouvelles donnes économiques, sociales qui marquent nos territoires. J'ajouterais peut-être deux choses. Une première chose, c'est que les acteurs des territoires, ils bougent aussi beaucoup. Et finalement, quand on a ces questions sur les proximités des citoyens au territoire, il y a aussi des citoyens qui sont de plus en plus mobiles, dans des mobilités à la fois concrètes mais aussi virtuelles de plus en plus, et que cette question de la proximité, elle est aussi à poser en fonction de territoires de vie qui sont démultipliés pour nos concitoyens. Le tout, et je cite un extrait du rapport d'Aki-Moural, alors que les marges de l'action publique se rétrécissent et que les exigences citoyennes sont de plus en plus fortes. Voilà, des mobilités multiples qui re-questionnent la proximité. Deuxième remarque, je prendrai plus ma casquette de chercheur pour dire que nous avons aussi, dans ce forum, à réinterroger cette injonction, je dirais, à la proximité, au participatif, au local. La proximité qui serait le foyer naturel de la démocratie, de la participation citoyenne, elle doit être aussi discutée, mesurée. Face, ça a été dit, au caractère parfois inégalitaire de cette approche participative, face à son caractère parfois professionnalisé ou professionnalisant, face aussi aux risques de dérive qui peuvent aller jusqu'au clientélisme. Donc je dirais que toutes ces dimensions de la proximité doivent être questionnées entre chercheurs et acteurs.
J'ajouterai enfin un dernier élément, finalement, quelles sont un peu les questions que nous souhaiterions débattre lors de ce forum. Bon, tout part de l'idée que dans toutes ces recompositions qui ont été évoquées, sur lesquelles je viens de rajouter 2 petites touches, face à toutes ces recompositions, nous avons la conviction, dans cet institut et toutes les personnes qui s'intéressent au développement durable des territoires, que la capacité des acteurs à participer à la vie locale, à se coordonner, à valoriser leurs atouts, leurs ressources, à faire jouer des réseaux et les complémentarités, toutes ces capacités constituent une condition essentielle du développement durable des territoires. D'où finalement 3 interrogations qui ont émergé en préparant ce forum. Je vous les livre. Une première interrogation, on a déjà eu quelques éléments de réponse concrets. Comment les élus et au-delà l'ingénierie territoriale, les techniciens, les animateurs, les développeurs dans les territoires s'organisent, innovent, accompagnent, créent de nouvelles proximités. Comment ils peuvent susciter de nouvelles envies des citoyens de s'impliquer sur un territoire. Comment ils peuvent réinventer la démocratie participative, avec quelle méthodologie, avec quelle forme de débat public. Et quelle est la place aussi des nouvelles formes de consultation, de contribution citoyenne via le numérique. Nous en avons déjà un petit peu parlé. Quel rôle aussi pour la formation, y compris la formation à distance, la médiation numérique, les universités populaires. Voilà un certain nombre un premier champ de questionnement pour ce forum. Deuxième champ de questionnement, je les prends dans l'autre sens, comment les citoyens, très concrètement, à travers de multiples initiatives, participent et réinventent la proximité, et à quelle échelle. C'est vrai que l'on dit souvent que finalement ces citoyens ne participent plus aux élections, dans des élections qui peuvent être nationales, régionales, voire locales, des élections syndicales, des dynamiques de comités de quartier, etc. Mais en même temps, on voit bien que le nombre d'associations ne cesse de croître, que les réseaux sociaux peuvent rassembler des milliers de personnes en quelques heures pour une action, y compris dans les territoires, pour un financement participatif, localisé aussi dans les territoires, et que finalement cette capacité des citoyens à s'engager, à se mobiliser, à résister, n'a jamais été aussi forte, y compris à travers de multiples blogs et forums où ces citoyens prennent la parole. Donc comment les citoyens participent et réinventent la proximité avec l'idée d'avoir un certain nombre de retours d'expérience. Enfin, la troisième question qui est au cœur de ce forum, c'est la question de l'action collective vue comme un mode d'organisation des acteurs. Cette action collective va-t-elle se substituer aux politiques publiques? C'est là une des grandes questions que nous devons aussi poser, et notamment une question qu'il ne faut pas se dissimuler, qui va arbitrer entre ces initiatives locales, citoyennes, qui va, par exemple, arbitrer lors de conflits. Quelle nouvelle alliance, quelle coproduction, quelle régulation entre politique publique et action collective? C'est aussi, je crois, un des thèmes qui a été un petit peu évoqué par les 2 premières interventions. Et dans ce questionnement, quel nouveau rôle, finalement, pour l'élu, en tant qu'acteur intermédiaire, animateur, coproducteur de projets partagés avec les citoyens? Quel rôle pour les développeurs territoriaux, les chercheurs, les acteurs associatifs? Je reprends encore une des expressions d'Aki Moural, qui peuvent être vues comme des catalyseurs des énergies et des intelligences collectives. Donc voilà beaucoup de questions que nous allons essayer de traiter dans cette manifestation, qui est organisée en 2 temps. Donc un premier temps cet après-midi où nous allons croiser les expériences, les expertises, aussi, et quand je dis les expertises, ce sont aussi les expertises citoyennes, croiser donc les publics, les expériences, débattre, mettre en débat avec des chercheurs sur des thèmes qui vont de ces transformations finalement que l'on observe dans les territoires jusqu'à des enjeux de réorganisation même de cette proximité dans les territoires. Puis nous aurons demain davantage un travail en atelier interactif, en barcamp, sur lesquels nous essayerons de produire et de co-produire, de co-construire finalement
non pas peut-être des préconisations, les rapports qui ont été évoqués ont pris beaucoup de temps, nous n'aurons pas le temps de rédiger 48 préconisations, mais peut-être de réfléchir à quelques éléments de méthodologie ou de bonnes pratiques, et surtout, ça a été évoqué, au-delà d'un colloque ou d'un forum en une journée et demie, essayer peut-être d'envisager de créer à notre tour aussi une communauté qui peut réfléchir effectivement à un forum l'année prochaine, les années à venir, innovant, collaboratif, participatif et inspirant tous les acteurs sur la proximité avec les citoyens. Bref, un forum qui est au cœur de cette innovation territoriale. Enfin, je voudrais dire quelques mots pour terminer et remercier à la fois le Conseil régional d'Auvergne qui a largement soutenu et financé cette manifestation, j'allais dire nos deux lanceurs du forum que nous venons d'entendre. Remercier l'équipe de l'IADT, bien sûr, qui s'est mobilisée, et aussi, ainsi que Culture Trafic, hein, ce tiers-lieu aussi finalement clermontois qui nous accompagne dans cette animation. Les chercheurs issus des différentes disciplines, différents laboratoires, différents pays, puisque nous aurons des témoignages du Brésil au Canada. Les témoins qui ont accepté d'apporter leur contribution, ainsi que vous tous, et y compris les étudiants et les citoyens qui sont dans cette salle, qui participent à ce forum et qui apporteront leur pierre. Je vous remercie.